Parti de gauche, député. C'est gagné. Bonjour, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être l'invité de 12-13 dimanche. Oui, parce qu'on a commencé tout à l'heure il y a quelques minutes. Entre le gouvernement et ses alliés, il y a ceux qui sont dedans, comme les écologistes, qui sont dans le gouvernement. Il y a ceux qui, comme vous, sont en dehors du gouvernement, de même que les communistes. Et les relations se sont tendues ces derniers jours, il faut bien le dire. La réalité de la situation économique rattrape le gouvernement, par ailleurs, et l'oblige aussi à faire des choix qui n'étaient pas exactement ce qui était prévu pendant la campagne présidentielle. Un exemple, le pacte de compétitivité qui a été annoncé cette semaine et qui suscite des critiques aussi virulentes à gauche qu'à droite, pas forcément pour les mêmes raisons, bien entendu. Oui. On voit même parfois des textes rejetés par la gauche avec le renfort de la droite. Alors parfois, ça peut faire perdre la tête, les gens peuvent s'y perdre. On va essayer de clarifier tout cela au cours de ce 12-13 dimanche. Mais on commence par notre image de la semaine, deux portraits, deux hommes qui représentent deux empires, vous vous en doutez. Barack Obama, pour les États-Unis, et Xi Jinping, nouveau président chinois. Duquel des deux vous vous sentez le plus proche? Aucun, je suis terriblement français et européen. Celui-ci, Barack Obama, était le moins pire des deux, on nous l'a assez expliqué. Mais les États-Unis d'Amérique, c'est une élection où l'argent commande tout. Il faut 1 milliard pour être président des États-Unis. Mais il veut taxer les riches, malgré tout. Oui, oui, il veut toutes sortes de choses. Il voulait fermer le bagne odieux, le centre de torture de Guantanamo, il ne l'a toujours pas fermé. Les prisons secrètes de la CIA existent toujours en Europe. Quant à celui-ci, le président de la République chinoise, il est élu en dehors de toute élection, donc c'est à peine si on peut parler d'élection. Il est élu par les membres du Parti communiste chinois. Il est confronté à une difficulté dont on espère qu'il va la régler. Lui, au moins, il a les pouvoirs de gouverner. Est-ce que le marché intérieur chinois va venir permettre à la croissance chinoise plus écologique de continuer, parce que sinon nous sommes tous morts. Le ralentissement de l'activité en Europe est en train d'atteindre tout le monde. Les États-Unis d'Amérique sont dans un moment dramatique de leur histoire, et je prends rendez-vous avec vous, maintenant que ces deux élections sont terminées, la finance internationale va réattaquer l'Europe. Rendez-vous en janvier, vous verrez qu'ils s'attaqueront à la France en premier. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique sont en danger de redescendre dans l'échelle des puissances. Voilà. Alors, on va maintenant parler de la France, parce qu'on va parler du chômage, notamment, qui continue d'augmenter de mois en mois. Et le gouvernement dit vouloir mettre toutes ses forces dans la lutte contre le chômage, créer les emplois à venir. Il se base pour cela sur le rapport Gallois, vous l'avez déjà critiqué, mais vous n'avez pas évoqué notamment ce qu'a décidé le gouvernement. Le gouvernement a décidé 20 milliards d'allègements d'impôts pour les entreprises d'ici 2014 à travers des crédits d'impôts. 20 milliards, finalement, c'est presque un investissement pour l'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas tenter le coup? 20 milliards pour 300, 400 000 emplois. Est-ce que ça vaut pas le coup d'investir? 300 ou 400 000, il faudrait savoir. C'est 300 000. Mais faisons le bilan, si vous voulez, déjà rien que ça, pour faire un peu crever la bulle du baratin. 300 000 emplois pour 20 milliards égale 60 000 emplois. 60 000 euros par emploi. Un professeur, ça coûte 40 000 euros. Tout ça est totalement disproportionné. Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas vrai. Le rendez-vous est donné pour 2017. Est-ce que c'est 300 000 emplois entre maintenant et 2017, ça fait pas la maille, ou c'est en 2017? Bref, tout ça, c'est une erreur de diagnostic au départ. Leur idée, c'est que le travail coûte trop cher. Or, le travail est la seule source de revenus et de production de richesse du pays. Ce qui coûte cher en France, je le dis solennellement, c'est le capital. Regardez, au cours des 5 dernières années, la part qui a été donnée en rémunération du capital, c'est-à-dire pour récompenser le capital, les dividendes, ça a augmenté de 27%. La masse salariale globale, c'est-à-dire la totalité de tous les salaires, n'a augmenté que de 12%. Maintenant, si vous regardez sur 30 ans, pour avoir une vue longue, les dividendes, la part prise par le capital, c'était 3% de la richesse, aujourd'hui c'est 9%. Autrement dit, entre le capital et l'emploi? Ben précisément, c'est taxer le capital, ça permettrait de créer des emplois? C'est-à-dire qu'il faut, si l'on veut, c'est ça l'argument, non? Je me situe dans la logique de ceux qui argumentent en face de moi. Ils disent la production, les marges des entreprises sont trop étroites. C'est ça qu'ils disent, eux. Mais ils calculent ces marges une fois qu'ils ont enlevé la rémunération du capital, ce qui est quand même un mode de calcul assez particulier. Donc je dis, si vous voulez que la production coûte moins cher, allégez l'impôt privé que représentent les dividendes. Donc taxez davantage le capital ou obligez le capital à se réinvestir. Trouvez-vous normal qu'on ait mis davantage d'argent à rémunérer le capital que dans l'investissement productif? Enfin, soyons sérieux. Ces 20 milliards, où croyez-vous qu'ils vont passer une nouvelle fois? Vous croyez que ça va réellement baisser le coût des productions? Pas du tout. Ça va continuer comme d'habitude, ils vont tout passer dans les marges. Et puis enfin, tout ça est aveugle.
On nous a dit jusqu'à présent, nous perdons des parts de marché internationales, sur le plan international. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on allège de 20 milliards pour toutes les entreprises et pas seulement pour celles qui sont exposées au marché international? Vous allez entendre justement Laurence Parisot, patronne du MEDEF, qui elle dit il y a peut-être justement moyen de travailler maintenant. Vous allez l'entendre. Ce que nous avons dit, nous, les chefs d'entreprise, moi-même, personnellement, depuis plusieurs mois, à savoir, attention, l'économie française est en train de s'arrêter, attention, nous perdons des parts de marché dans tous les secteurs, attention, les taux de marge des entreprises sont historiquement basses. Je crois que c'est ça qui a été entendu et le gouvernement a eu une bonne réaction. Donc le gouvernement a eu une bonne réaction, c'est la patronne des chefs d'entreprise, enfin, leur représentante qui dit ça. Non, vous arrêtez tout de suite. Elle représente un secteur du patronat et rien d'autre. Bon. Parce qu'il y a d'autres secteurs du patronat qui n'ont jamais la parole. Mais le patronat des entreprises sociales et solidaires. Est-ce qu'elle n'a pas gagné une bataille, elle, que vous avez perdue, vous? Évidemment. Et bien sûr qu'elle a gagné une bataille, puisque non seulement, par la force des choses, non seulement elle a obtenu 20 milliards d'allègements sur les impôts des sociétés, elle a obtenu 20 milliards qui vont aller directement au capital, mais en plus, elle a obtenu du gouvernement qui reprenne son ordre de raisonnement. Et elle peut venir à la télévision raconter des bobards. Par exemple, elle dit la France perd des parts de marché, donc il faut alléger le prix du travail. Mais non, Madame Parisot, vous pourriez dire par exemple, il faut abaisser le coût de l'euro, parce que comme l'euro est trop cher, on a du mal à vendre sur les marchés internationaux. Après, elle dit la France perd des parts de marché, en Europe on en perd. C'est vrai. Donc il faut arrêter le dumping social et fiscal, parce que si vous produisez le même objet en France 1,5 fois plus cher que dans tel ou tel autre pays, le problème c'est de savoir pourquoi on permet de tels écarts. Alors, voyez-vous ? Une question. Donc il ne traite pas le problème. Mais est-ce que la compétitivité c'est un mot interdit ? Mais pas du tout, c'est le contraire. Mais la compétitivité, qu'est-ce que vous entendez par le mot compétitivité ? Il y a deux sources de compétitivité. À quoi vous sert un objet ? J'achète des lunettes pour y voir clair. Bon, ça c'est la compétitivité par la valeur d'usage. Il nous faut, par exemple, pour le cas des lunettes, les meilleurs verres possibles. Et puis ensuite, il y a la compétitivité par la valeur d'échange, c'est-à-dire combien je vends mes lunettes et s'il y a d'autres lunettes qui sont là, comment elles entrent en compétition. C'est sur ces deux tableaux qu'il faut travailler. Sur le premier, c'est donc la compétitivité vient d'abord de la qualification, de la recherche, du développement. Est-ce que la France a un horizon de développement ? Je ne parle pas de lunettes, là je vais parler plus généralement de notre patrie, oui, de l'industrie. Monsieur Hérault nous fait toutes sortes de discours sur la compétitivité comme un petit comptable qu'il est. Mais est-ce qu'il nous dit de quel côté on va ? Prenons un exemple, l'espace, qu'est-ce qu'on fait ? On est une grande nation spatiale, nous la France. La mer, nous sommes le 2e territoire maritime du monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est des allègements d'impôts sur le capital. Sauf que dans le rapport Gallois, il y a une proposition. C'est relancer, peut-être, l'exploitation de gaz de schiste à condition que ça respecte l'environnement. C'est ce que dit Louis Gallois. C'est une source d'énergie, une source d'emploi en France. Oui. Est-ce qu'il faut ouvrir le débat ? Les écologistes, ils n'en veulent pas. Mais c'est pas que les écologistes, je suis écologiste, c'est une stupidité. Il faut sortir des énergies carbonées. Il va le comprendre, oui ou non ? Que l'effet de serre menace la Terre entière. Par conséquent, nous devons prendre nos responsabilités d'êtres humains et de grandes nations développées. Donc pas de gaz de schiste. Mais certainement pas, c'est une folie. À l'inverse, nous les Français, par ce que nous sommes capables de produire en acier, par les trous que nous sommes capables de faire dans le sol, nous pouvons mettre au point une géothermie profonde qui serait un modèle qu'on pourrait proposer à l'univers entier. Les mouvements de la mer, nous avons 1000 kilomètres de côte. Je parle de la France métropolitaine, je ne parle pas des territoires et départements d'outre-mer. Donc rien que pour la France métropolitaine, 1000 kilomètres de côte. Vous voyez les installations qu'on pourrait faire. Ça, c'est un horizon de progrès. Excusez-moi, le gaz de schiste, ça peut créer des emplois. Donc vous dites, vous fermez la porte à ces emplois-là. On pourrait par exemple embaucher des gens à vous donner des gifles. Eh bien ça aussi, ça crée de l'emploi, sauf que c'est absurde. Vous êtes d'accord ? J'imagine que c'est alors donc l'emploi n'est pas le dernier mot de tout, c'est à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où veut-on emmener la France ? Vous êtes sûr que le Parti communiste sera d'accord avec ça ? Oui, de toute façon, c'est pas le Parti communiste que vous interrogez, c'est moi. Donc demandez au Parti communiste. Bon, voilà, oui, mais les communistes les communistes, faut bien les comprendre. Ce sont des gens de progrès. Donc moi, ce que j'explique, c'est le progrès humain, c'est le progrès technique. Vous savez, j'ai fait une réunion de 10 entreprises en lutte qui avaient des plans de reprise de leur entreprise. Les 10 projets étaient écologistes. Jusqu'à la raffinerie de Petroplus, ils sont arrivés à proposer un projet écologique. Donc la classe ouvrière, les travailleurs, les techniciens, les ingénieurs, les salariés sont capables de penser l'écologie. Il ne faut pas les mépriser. Non, mais on vient de voir vos divergences de fond avec le gouvernement, vous les avez exprimées. La question maintenant, c'est où en êtes-vous par rapport au gouvernement ? Dans la majorité, mais pas dans le gouvernement, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est tenable ? Alors pour essayer d'y voir plus clair, j'accueille Bruno Jeudi, le rédacteur en chef au Journal du Dimanche.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon, bonjour Francis. Cela fait presque 6 mois que votre ancien camarade du Parti socialiste, François Hollande, est installé à l'Élysée. Vous avez été l'un de ses adversaires les plus virulents pendant la campagne. Et il y a encore... Un concurrent, utilisez le bon mot, ça va nous aider déjà. Avant d'appeler à voter pour lui. Et puis il y a 2 mois, au deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour, on élimine comme ça. Tout le monde avait compris. Non, tout le monde n'avait pas compris. Et il y a 2 mois, vous déclariez à propos des débuts de son quinquennat, 100 jours pour presque rien. On imagine que vous n'avez sans doute pas changé d'avis. On va y venir tout de suite. Ma première question est simple. Vous présentez demain un contre-budget, vous manifestez mercredi, et vendredi, vous tenez meeting. Pourquoi vous n'assumez pas le fait de le dire, d'être dans l'opposition au gouvernement? Parce que c'est un petit jeu politicien. Les mots... Non, c'est pas la même chose, majorité, opposition, je crois que tout le monde voit bien ce que nous sommes en train de faire. Nous avons participé à la défaite de Nicolas Sarkozy. François Hollande a gagné avec 1 million de voix d'avance, ce qui est peu. Donc notre diagnostic, c'était il faut mobiliser la société en lui donnant des objectifs de développement. À l'instant, je viens d'en parler. Bon, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va caresser la tête d'un secteur du patronat, le plus arrogant, le MEDEF. Il y envoie 10 ministres, il en envoie 0 à notre fête de l'humanité, et il pense que comme ça, il va arrondir les angles et arriver à trouver un compromis historique avec le grand patronat. Il perd son temps. Donc, notre devoir à nous, c'est pas de dire on est l'opposition, la majorité, blablabla, tout ça c'est politicien, c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays. Cette politique n'est pas bonne pour le pays. Imaginez que la compétitivité est mise en danger par les salaires, c'est une idée de droite. L'idée de gauche, c'est de dire le progrès social est le moteur du progrès économique. Le progrès écologiste est le moteur du progrès économique. Voilà, il y a donc... Vous parliez des ministres et des écologistes. On a entendu les Verts cette semaine, bruyants. Jean-Vincent Placé s'est interrogé sur la présence des ministres écolos. Est-ce que vous les plaignez, les ministres écologistes? D'abord, ils ont fait leur choix, ils sont grands et ils ont un Mais au bout de 6 mois. Oui, mais voyez-vous, il y a une majorité alternative de gauche. C'est ça que je veux surtout dire. On peut gouverner autrement ce pays avec... les parlementaires. Vous dites aux écologistes de vous parfaitement. Le front de gauche est disponible pour faire une politique de gauche. Je voudrais qu'on comprenne bien ça. On n'est pas installé dans une posture à dire on ne parlera jamais à personne et il n'y a que nous qui avons raison. Nous sommes disponibles. Mais pour faire une politique de gauche, pas pour faire ça. Donc, vous êtes prêt à accepter les écologistes qui seraient en rupture de banc? Mais ça viendrait avec le front de gauche. Je vous remercie de me poser la question. C'est pas qu'ils viendraient avec le front de gauche. On est même prêt à aller vers eux. Nous pensons qu'il y a les contours d'une autre majorité à gauche, avec les socialistes qui ont voté contre le traité européen, parce que ça, c'est la base, le traité européen. Si vous êtes dans le traité européen, vous le respectez, vous êtes d'accord. Bon, si vous signez un traité, vous le respectez. Si vous êtes contre, alors l'horizon se détache. Vous signez le traité européen, vous faites la politique de héros. Vous dites à Mme Dufaux qu'elle devrait plutôt se mettre en accord avec ses amis qui n'ont pas voté le traité européen et sortir du gouvernement. Je pense que nous pouvons faire une autre majorité de gauche. Vous savez, le Parti socialiste, aujourd'hui, c'est un parti ectoplasmique, il est énorme, il y a tout. Bon. Mais il y a quoi? 90% des députés socialistes, c'est le marais. Ils regardent, ils sont de bonne volonté, ils ne savent pas quoi faire. Bon, 10% est à droite, sur une position libérale, et vous avez jusqu'à 30%, ceux qui ont voté pour Emmanuel Morel, qui sont plutôt sur la gauche. Ah ben justement. Eh ben attendez, parce que une majorité. Non, ça c'est de la politique aérienne. Non. Ce qui est important, c'est de savoir qu'une autre majorité peut se construire entre le front de gauche, le secteur de gauche du Parti socialiste et les Verts. Oui, il y a une autre majorité alternative de gauche qui est possible. Jérôme Guedj, qui n'a pas voté le traité budgétaire européen, qui a été votre assistant parlementaire lorsque vous étiez sénateur, eh bien, il vous pose une question et vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Bonjour Jean-Luc. Pendant des années, quand tu étais dirigeant du Parti socialiste, je t'ai entendu marteler avec force que l'union de la gauche, sans exclusive, était une nécessité, que l'union était un combat, qu'il fallait être unitaire pour 3, pour 5, pour 10. Et tu te plaisais à citer François Mitterrand. Aujourd'hui, un autre François est président de la République, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'es pas tendre avec lui. Tes critiques sont souvent injustes et excessives, et elles compliquent la tâche de gens comme moi qui continuent à penser qu'il n'y a pas d'ennemi à gauche, qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable, et qu'au contraire, il faut se parler régulièrement, pourquoi pas au sein d'un comité de liaison permanent. Alors Jean-Luc, ma question est simple. Plutôt que de donner l'impression détestable de souhaiter l'échec de la gauche pour incarner une hypothétique alternative, est-ce que tu peux une fois seulement, t'enthousiasmer ou au moins défendre une mesure du gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui trouverait grâce à tes yeux? Jean-Luc Mélenchon, c'est un de vos proches qui vous demande ça. Non, ce n'est pas un de mes proches. Enfin, qui vous connaît bien. Non plus. Bon, bref, répondez-lui. Non plus, parce qu'il ne poserait pas une question sur ce ton arrogant et assez hautain. Parce que en quoi mes critiques sont-elles injustes et je ne sais pas quoi? Non, mes critiques portent sur le fond. Et Jérôme Guedj et les autres, qui sont les
les mannequins de service viennent aboyer, on leur dit, comme ce que vous êtes en train de faire, vous en prenez un à gauche, et vous dites, regardez, même la gauche n'est pas d'accord avec vous. Monsieur Mélenchon, comme vous êtes seul, comme vous êtes isolé, il ne reste donc plus qu'une chose à faire, allez tous baiser la babouche. Vous ne pouvez pas dire ça, il a quand même pris le risque de voter le traité européen contre l'avis de Jean-Marc Ayrault, et sous les menaces de son président du groupe parlementaire. Mais il a très bien fait, je vais répondre à sa question, mais je ne veux pas me laisser Si vous voulez enrôler des gens comme ça, Oui. Alors, je ne veux pas me laisser prendre, si vous voulez, à l'astuce, un peu drôle, on va chercher quelqu'un qui a été proche de moi pour qu'il vienne dire le contraire de ce que je pense. Bon, je connais toutes ces méthodes. Qui accepte de poser une question enregistrée, qui vous laisse le temps de répondre. C'est formidable. Bon. Le socialisme est une conviction, pas une carrière, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas là pour nous arranger. L'union des gauches n'a de sens que sur un contenu. Est-ce que vous m'imaginez aller au gouvernement, expliquer aux travailleurs, nous allons baisser vos retraites? Je vais aller au gouvernement dire nous allons baisser les cotisations sociales. Je vais aller au gouvernement dire nous allons fermer des maternités. Bien sûr que non. Le gouvernement Ayrault, il vous demandait. Mais ne caricaturez pas. Vos auditeurs ne sont pas des animaux. Ils comprennent la différence, la nuance. Ils le comprennent. Il n'y a pas besoin de vous résumer en disant il n'y a rien de bon, tout est nul. Bien sûr que je préfère avoir fait perdre M. Sarkozy qu'avoir fait perdre M. Hollande. Vous seriez en train de m'embêter. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire? Il y a une autre majorité de gauche possible. Je dis à Jérôme Guedj et aux autres de la gauche, au lieu de servir de décor de gauche à François Hollande et Ayrault, qui n'écoutent rien de ce que vous proposez, qui n'a pas repris une seule de vos propositions, est-ce que vous n'êtes pas capable un jour d'avoir le courage que j'ai eu avec d'autres et qui est de dire maintenant il y a basta, on passe à autre chose. Voilà ce que je dis à Jérôme Guedj et à ses camarades de la gauche du parti. Passez moins de temps à cirer les pompes à Hollande. Il y en a que vous avez convaincus, ce sont les communistes qui montrent de plus en plus des signes d'émancipation en s'alignant sur vos positions, en votant avec l'UMP au Sénat. Alors ça y est. Non, c'est l'inverse. Alors, si vous voulez. Alors, non, c'est pas si je veux. Non, mais attendez, laissez-moi poser votre question. Oui, mais ne dites pas des choses qui sont erronées. Les communistes. Non, mais ça fait une semaine que ça dure de dire les communistes ont voté avec l'UMP. Les communistes se mélenchonisent. Oui, vous. Oh, non, c'est peut-être, vous savez, Marie-Georges Buffet avait dit une fois que c'est moi qui me communisais. Non, je crois que nous avons un diagnostic partagé et une vision commune. Les communistes sont dans. Bon, chacun a son style, sa manière de dire. Eux disent les choses d'une manière plus tranquille que moi, qui suis un homme de passion. Mais nous disons la même chose. Mais par exemple, est-ce que vous voudriez qu'ils aillent jusqu'à voter contre le budget de Jean-Marc Ayrault? Je pense, moi, qu'il faut voter contre le budget de Jean-Marc Ayrault. On a déjà voté contre le budget de la sécurité sociale, on a voté contre la loi de programmation, mais je veux vous dire quelque chose qu'il faut que nos téléspectateurs entendent. C'est que, pour des raisons qui sont propres à l'organisation du Parti communiste, le groupe à l'Assemblée et le groupe au Sénat sont autonomes. Donc, ils vont décider dans leur propre vision des choses et individuellement. Moi, je dis comme responsable du parti de gauche, il faut voter contre le budget. Vous les appelez à voter contre le budget. Et eux, ils vont entendre tous les points de vue. C'est donc normal qu'ils entendent le mien. Il y a les municipales en 2014. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent faire des listes séparées avec le PS, aller jusqu'à la rupture, puisque aujourd'hui... ça dépend des circonstances et des programmes. Si une position locale, si une municipalité décide d'entrer en bataille pour résister au projet d'austérité, il faut l'aider, il ne faut pas la combattre. Mais si c'est une municipalité qui décide que, ma foi, on va se couler dans le moule, non, il ne faut pas être avec. Donc moi, je suis plutôt pour dire, soyons autonomes chaque fois qu'on le peut, mais unitaires autant qu'il est nécessaire pour empêcher la droite de venir à bout des positions que nous tenons. Mais pour faire quelque chose, encore une fois. Une question c'est pas une affaire je reviens là-dessus. Oui, mais... Je veux pas qu'on dise droite-gauche comme ça. C'est pas... La gauche et la droite sont deux réalités, mais ce qui compte, c'est le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait réellement, pas les mots, les étiquettes. On va remercier Bruno. Merci Bruno d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. Une question pour ou contre. La commission Jospin sur la modernisation de la vie politique propose que 10% des députés soient élus à la proportionnelle. Vous êtes pour, vous êtes contre? C'est assez, pas assez? C'était la proposition de Nicolas Sarkozy présentée à Marseille. La voilà repeinte en proposition Jospin. Et on me demande si je suis d'accord avec la proposition de qui? De Jospin ou de Sarkozy? Vous voyez bien que les étiquettes n'y suffisent pas. C'est une commission absolument incroyable, réservé à des experts, qui fait 3-4 propositions qui vont aggraver les choses. On la confie à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais dont je ne peux oublier qu'il est le principal responsable de l'inversion du calendrier, donc de la présidentialisation du régime. Mais 10% de députés élus à la proportionnelle, c'est assez ou pas assez? Vous auriez pu me demander si je suis d'accord avec le système qu'il a inventé de remboursement des frais de campagne, qui réserve tout aux plus grands partis et distribue des miettes aux autres. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à s'affronter et on ne leur remboursera pas leurs dépenses. Non, franchement, cette commission est très décevante. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le jour où je m'en occuperai, il y aura une constituante. Savez-vous que la constitution de la Ve République a été modifiée 20 fois
depuis sa création, et 10 fois au cours des 10 dernières années. Est-ce qu'on ne peut pas demander une fois au peuple, à travers une assemblée constituante, ce que lui-même pense? Au lieu de 5 ou 6 chers professeurs, vous avez là quelqu'un qui travaille dans les médias, quelqu'un qui a créé la présidentialisation, un ancien directeur de cabinet en 1959, et c'est ça la nouveauté? Vous plaisantez, non? Jean-Luc Mélenchon, tous unis, ça ferait un bon slogan de manifestation, mais on ne va pas parler de ça. On va parler du mariage pour tous, puisque c'est le débat de société du moment. La manifestation, rappelez qu'il y en a une le 14 novembre. Il l'a dit, Bruno, tout à l'heure. Ah bon, très bien, Bruno. Vous qui avez déclaré, il est bien, hein, mieux, hein, vous qui avez déclaré que le mariage est la pire des institutions bourgeoises. Ah non, j'ai pas dit ça. Si, j'ai été marié. Oui, mais on l'a retrouvé, ça. Ah vous bon, l'avez dit. Oui, on l'a retrouvé dans l'Humanité. Défendez-vous le mariage pour tous, pour les personnes Ah oui, oui. Moi, je suis pour la liberté. Je pense qu'il n'y a pas trop d'amour dans ce monde. Donc, si des gens s'aiment et que c'est leur manière à eux de vouloir le manifester. Moi, je me suis occupé des injustices. J'ai été le premier à déposer une proposition de loi de ce qui a donné le Pax depuis. Hein, bon. Donc parce que les gens étaient odieusement maltraités, les couples homosexuels, c'était terrible quand il y avait un décès ou quelque chose, une circonstance un peu grave. Bon, après le mariage, ça me fait rigoler de les voir tout d'un coup aussi enthousiastes pour une institution que la gauche a critiquée d'une manière terrible. Si vous relisez les textes de Léon Blum, qui n'était pas spécialement un révolutionnaire, sur l'union libre, vous verrez ce que les gens de gauche pensaient. On pense, nous, que l'amour... Bon, a pas besoin de diplôme ou de certificat. Mais pour ceux qui en veulent, c'est normal. Et je veux dire à l'Église catholique... Alors, je vais vous demander justement, oui. Quand vous voyez les religions, mais pas que catholiques, hein, musulmanes, juives, protestantes, faire front uni en disant hors de question de parler du mariage pour personnes de même sexe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle a la voix au chapitre, sans vouloir faire de jeu de mots? De toute façon, moi je leur reconnais totalement la liberté de donner leur point de vue. C'est aussi ça la liberté. C'est pas, on a le droit de dire que certaines choses. Donc les religions ont le droit de donner leur point de vue. Puis nous, on a le devoir de donner le nôtre et d'expliquer. Ça peut pas être un choc. Je veux dire, les religions procèdent d'après la vérité révélée, mais pas nous. Nous, c'est d'après des raisonnements et des arguments. Donc je crois que les religieux commettent une erreur d'appréciation. Il y a un malentendu. Personne ne va obliger les religions à célébrer des mariages homosexuels. Nous n'allons pas obliger l'Église catholique à faire des mariages à l'Église pour les homosexuels. Mais donc, eux, avec la même générosité et la même force d'amour, puisqu'ils se réclament tous de la charité et de l'amour, toutes les religions, eh bien, ils doivent reconnaître aux personnes qui déclarent s'aimer et vouloir l'établir, le droit de le faire. Donc chacun chez soi, on peut se marier à la mairie, puis les religions font ce qu'elles veulent, c'est ça? Bien sûr, mais c'est la vie normale, c'est le respect de la liberté des autres. Mais encore une fois, je comprends que les églises manifestent leur opposition. Ce que j'ai envie de dire à mes amis, c'est vous, qu'est-ce que vous faites pour expliquer? Est-ce qu'il va falloir à nouveau que le Front de gauche dise il faut faire ceci ou cela? Ou descendre dans la rue, éventuellement, parce que vous avez vu qu'une partie du MP est d'accord pour descendre éventuellement dans la rue. Oui, alors, mais c'est pareil, j'ai vu que les gens de gauche protestaient, les socialistes, et ils n'ont pas à descendre dans la rue, mais bien sûr que si, ils ont le droit. C'est le droit de manifestation, ça fait partie de la liberté. S'il a le droit de descendre dans la rue, ben, elle descend dans la rue. Mais il faut que la gauche manifeste aussi. Alors. Évidemment. Ouais. C'est ça la force d'une démocratie. Vous savez, il faut qu'on en revienne de cette histoire qu'il faut être tous d'accord, hein, le consensus. C'est la mort de la démocratie. Il y a des points de vue différents. Nous sommes le peuple français, un peuple très animé, très agité, qui aime les débats d'idées. Ben allons-y, n'ayons pas peur. Les homosexuels doivent pouvoir se marier si cela est conforme à leur aspiration, à leur mode de vie. Bon, voilà pourquoi moi, une fois, j'ai dit que c'était une institution bourgeoise. C'est pour me moquer d'eux. Allez, on va terminer par, parce qu'il nous reste une minute vraiment, par l'Amérique latine. Hugo Chavez, le président vénézuélien que vous êtes allé rencontrer, on vous voit là. Oui. En quoi l'Amérique du Sud d'Hugo Chavez peut être un modèle, un exemple ou une source d'inspiration? Un modèle, non. En aucun ou une source d'inspiration. En quoi? Oui, une source d'inspiration, lui et tous les autres, hein, parce qu'on focalise beaucoup sur Chavez. Par exemple, la semaine... Parce qu'il est le plus populaire, le plus connu, il a été réélu. Le plus connu, vu comment il est tapé. Et oui, puis il est assis sur un gros baril de pétrole. Est-ce qu'il y a pas un peu de lyrisme dans votre démarche, du lyrisme en politique, j'allais dire? Est-ce qu'il y a besoin de lyrisme en politique? Bien sûr, aimer les gens, c'est important. Chavez en parle. Mais par exemple, j'ai été reçu par madame la présidente de la nation argentine, Cristina Kirchner, le président de l'Uruguay il y a une semaine, personne n'en a parlé. Mais en quoi l'Amérique latine est je vais vous dire, d'abord parce qu'ils ont vécu tout ce que nous sommes en train de vivre. Et ils nous trouvent fous de faire comme ce qu'ils ont subi les années de plomb, avec le FMI, l'austérité. Bon, ça n'a donné rien du tout. Ça a donné des catastrophes dans tous les pays. Tous ces chefs d'État que vous voyez, celui-ci et les autres, ont été élus après que des gouvernements aient fait ce qu'ils ont fait en Grèce. Bien. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, de la relance de l'activité et de la démocratie. Cet homme-là, qui a été tellement critiqué, a inventé le référendum révocatoire. En France, on ne peut pas révoquer le chef de l'État en cours de route. Au Venezuela, on peut. On peut le faire dans plusieurs pays. Donc moi, c'est ça ma source d'inspiration. Le jour où je dirigerai ce pays, il y aura premièrement de la relance de l'activité et deuxièmement de la démocratie jusqu'au bout et beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, le combat continue, si j'ai compris. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. Et on va